Oui, c'est ça. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur le thème une industrie locale et indépendante. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons échanger sur trois grands axes. Dans un premier temps, la réindustrialisation et la transformation de l'industrie française. Dans un second temps, l'IA comme un catalyseur de compétitivité mondiale. Et dans un troisième temps, nous allons parler de l'impact de ces mutations sur le métier d'ingénieur de demain. Alors, avec moi ici, j'ai le plaisir donc d'accueillir dans un premier temps Christophe Liénard, directeur central innovation du groupe Bouygues, ingénieur arts et métiers. Également, Monsieur Pétetin Didier, directeur général délégué du groupe Vicat, ingénieur arts et métiers. Et j'ai également Corinne de Bilbao, présidente de Microsoft France. Alors, je vais vous présenter chacun, je vais vous demander chacun, l'un après l'autre, de rapidement vous présenter, nous parler un petit peu de vos expériences et de votre proximité avec l'industrie. Je vous laisse éventuellement commencer, Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Donc, je ne suis pas ingénieur arts et métiers, mais j'ai fait plein d'autres choses. J'ai passé, pour ma part, trentaine d'années dans l'industrie, j'ose même plus le dire, dans différentes industries, l'imagerie médicale, l'énergie. Donc, une grosse expérience de l'industrie, essentiellement sur une entreprise étrangère, General Electric. Et donc, depuis 4 ans, responsable de la filiale française de Microsoft, qui est au cœur de l'industrie. On va en parler. Et comment voilà, le digital et l'IA générative, puisqu'on va parler de ça, finalement permet à l'industrie de se revigorer et de rebriller en France. Ouais. À vous, Didier. Didier Pétetin, donc je suis directeur général délégué du groupe Vicat. Vicat, c'est un groupe familial, industriel, français. Donc c'est l'inventeur du ciment artificiel à l'origine, Louis Vicat, en 1817. Et donc c'est la 7e génération de la famille qui aujourd'hui pilote le groupe. La 8e sera féminine. Elle est déjà dans l'entreprise. Donc c'est un groupe de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 10 000 collaborateurs, dont un tiers encore en France. Et moi, je m'occupe des opérations françaises, et avec une priorité aujourd'hui. Donc, on est dans une activité, une industrie lourde, et une priorité qui est la décarbonation de notre industrie. Alors, même si l'industrie cimentière en France est en avance par rapport au reste du monde, puisque les émissions de carbone à l'échelle de la planète liées à l'industrie cimentière sont de 8%. En France, on est à 1,8%, mais on continue à se soigner, et sérieusement, et ouvrant le champ des possibles et la nécessité de traiter des énormes volumes de données. Merci beaucoup. Et donc, moi, je suis Christophe Liénard, donc je suis patron d'innovation du groupe Bouygues. Alors, vous connaissez peut-être quelques éléments du groupe Bouygues. On a 6 métiers dans la construction, Bouygues Immobilier pour la promotion immobilière, Bouygues Construction, Colas pour les rails et les routes, Equans également, dont Jérôme Stubler intervenait tout à l'heure pour l'énergie et les services, TF1 et Bouygues Télécom. Et donc, au total, c'est 200 000 personnes, 57 milliards, on est présent dans 80 pays. Et mon rôle dans le dispositif, il est finalement autour de 3 piliers. Un premier pilier qu'on appelle Explore and Explain, finalement essayer de repérer partout sur la planète avec nos bureaux de veille que l'on a aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, ce qui est en train d'arriver et qui peut affecter nos métiers dans un sens ou dans l'autre, et de l'expliquer aux dirigeants, donc Explore and Explain. Un deuxième pilier qu'on appelle Share and Catalyze. On a donc 6 couloirs de nage, et il s'agit de trouver au sein de ces 6 couloirs de nage les sujets qui peuvent faire des effets de levier. Et donc, par exemple, un sujet qu'on va démarrer en début d'année, c'est la question de la santé du futur, l'hôpital du futur. Et puis, un troisième pilier qu'on appelle Transform to Perform. Comment on accompagne les patrons opérationnels de nos métiers pour se transformer. Et autour de 2 priorités, une première priorité qui est autour finalement du climat, comment j'améliore la résilience de nos métiers, notre empreinte carbone par exemple, ou la consommation d'eau, mais également de nos offres clients. Et une deuxième priorité qui est comment j'accélère l'intelligence artificielle, le déploiement de l'IA dans le groupe. Merci beaucoup, vous faites bien d'en parler. On va commencer par le premier thème, à savoir la réindustrialisation. C'est un enjeu majeur en France. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que vous, chacun à votre échelle, vous y contribuez, que ce soit directement ou indirectement. Je vais commencer avec vous, Corinne. Microsoft
est au cœur de la transformation numérique des entreprises. Vous parvenez ainsi à contribuer à la compétitivité de l'industrie française. Alors, pourrait-on dire que Microsoft France contribue à la réindustrialisation en France? Et si oui, comment? Alors, c'est une question, vous avez 2 heures? Non, je plaisante. D'abord, on a une implantation très ancienne en France. Ça fait 42 ans qu'on est en France. Donc, on est au cœur de l'écosystème français. Et le positionnement Microsoft, c'est réellement... Alors, vous connaissez les suites collaboratives, vous connaissez probablement la Xbox... mais la réalité de ce qu'on est en train de vivre, c'est comment justement le digital, et notamment l'IA générative, permet à l'ensemble de l'industrie, mais aussi des services, d'être plus compétitive et, comme vous le dites, d'être un facteur de réindustrialisation. Alors, quand on parle on a beaucoup parlé d'IA générative en termes de productivité au travail, avec différents outils que vous utilisez peut-être ou pas, comme Copilot, et comment on génère de la productivité individuelle. Mais ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est l'arrivée des agents, c'est-à-dire des agents qui vont être capables de travailler pour vous, d'automatiser des processus et de libérer finalement des capacités de production. Donc pourquoi on parle de réindustrialisation? Parce que c'est vrai que quand on regarde l'industrie française, bon, c'est 12% du PIB. Sur la dernière chose que j'avais regardée, c'est 20% en Allemagne. On a beaucoup désindustrialisé parce qu'il y a aussi des sujets de compétitivité, clairement. Et donc, je dirais la première fois, on a un vrai levier de compétitivité sans aller outsourcer dans des pays à bas coût et au contraire, en pouvant ramener des capacités de production. Et pourquoi? Parce que finalement, l'ère de l'agentique permet d'avoir des capacités de production illimitées, quelque part. C'est-à-dire que vous allez pouvoir automatiser des processus de production, là où on a quand même beaucoup moins de personnel disponible. Vous pouvez automatiser des processus de production, on peut accélérer la recherche. Donc c'est en ce sens qu'on contribue à la réindustrialisation de la France. On a plein d'exemples, je pourrais en parler. Enfin, celui qui me vient peut-être à l'esprit, c'est l'exemple de Schneider, qui est probablement une entreprise que vous connaissez bien, là où on va aider à la fois moderniser les applications de manière à pouvoir les rendre plus agiles, mais aussi développer avec eux des produits d'automatisation de leurs usines pour les rendre plus compétitives et finalement mieux appréhender les marchés de demain. C'est d'autant plus important à l'heure où effectivement toutes ces technologies s'accélèrent, et j'en discutais tout à l'heure avec Christophe. La vitesse d'adoption par les entreprises et par vous qui arrivez dans les entreprises est capitale pour redonner finalement à la France la capacité justement d'être compétitive sur les marchés extérieurs. Alors la bonne nouvelle en France, il y a une bonne nouvelle et il y a un mais, c'est que le taux d'adoption par la population est plutôt pas mal. On est 5e en Europe et 9e au niveau mondial, c'est quand même pas mal. 40% des Français utilisent l'IA générative. Le mais, c'est que la vitesse de passage à l'échelle dans les entreprises, il y a un index qui s'appelle un index digital, révèle quand même une plus grosse difficulté à passer à l'échelle et passer de la phase d'expérimentation à comment on implémente ça dans les usines, dans les laboratoires de recherche. Voilà. Ceci dit, on a plein de beaux exemples sur lesquels on voit des entreprises comme Total, Engie, Bouygues, qui sont déjà aux manettes pour transformer l'industrie. Vous pouvez nous citer rapidement quelques autres exemples, comme vous avez pu les énumérer? Je peux vous donner un exemple. Par exemple, regardez les énergéticiens. On a beaucoup travaillé avec Engie. La maintenance préventive est essentielle quand vous managez des assets qui sont variés, qui vont des énergies renouvelables aux énergies thermiques. Aujourd'hui, grâce à l'IA, vous pouvez collecter beaucoup de données et mieux gérer vos assets énergétiques et du coup, être plus performant dans cette gestion-là. C'est un exemple. Total utilise aujourd'hui l'IA générative dans le domaine de la maintenance. Il y a beaucoup de sujets de maintenance quand vous faites du forage ou quand vous travaillez dans des raffineries. Toute cette collection de données, aujourd'hui, elle peut être mobilisée sans avoir à changer. Le problème, c'est qu'auparavant, on devait changer tous les systèmes IT. Et ça, c'était un coût colossal pour les entreprises. Maintenant, vous pouvez mobiliser ces données et avec des couches IA
pouvoir les rendre plus intelligentes et des outils de décision pour améliorer les processus. Merci beaucoup Corinne. On va désormais s'intéresser à une industrie qui est plus traditionnelle comme celle des matériaux de construction. Donc à l'heure où la souveraineté industrielle redevient un enjeu national en France, comment est-ce que Vicat montre-t-il qu'une industrie française peut à la fois produire localement, innover et décarboner tout en faisant vivre nos territoires et en incarnant une véritable souveraineté industrielle, technologique et humaine? Alors, on est dans des industries de proximité pour servir nos clients. Bouygues en est un. Nos clients, ça va du particulier au major de la construction. Et le major de la construction, il est là. Donc, on est un acteur de proximité avec des industries ancrées dans les territoires. Nous vendons des produits, du béton notamment à Bouygues et à d'autres entreprises. Le béton, je le rappelle, c'est du ciment produit en France, des granulats, donc du sable, des graviers produits en France. Et nous alimentons ces marchés à partir de gisements qui ont été reconnus, avec un modèle chez Vicat qui est d'avoir une vision sur 100 ans de ces gisements, donc une maîtrise, une connaissance de ces gisements sur le plan chimique, des modes d'exploitation. Ensuite, leur production pour pouvoir les amener sur le marché et répondre à des besoins et des attentes qui sont celles du marché et de nos clients. Aujourd'hui, on intervient sur la réindustrialisation du territoire français à plusieurs échelles. Déjà, en se réinventant. Quand on parle de trajectoire bas carbone, il y a plusieurs leviers. La première, c'est économiser nos énergies électriques. Bon, ça, en France, on a la chance d'avoir une énergie décarbonée. La seconde, c'est de substituer toutes les énergies fossiles par des énergies de substitution qui sont en fait les déchets issus des collectivités, c'est-à-dire nos déchets. Et donc, nous avons développé des chaînes de création de valeur, de valorisation de ces déchets pour en faire des combustibles utilisés dans nos cimenteries pour éviter l'importation de pétrole, de coques de pétrole, de charbon, depuis l'Afrique du Sud notamment. Et donc, on crée de la richesse sur les territoires. On est un acteur essentiel créant de nouvelles activités. On a intégré verticalement, on a développé des industries de production et de valorisation, de préparation de ces combustibles. On est également, en étant un acteur historique du territoire, c'est de mettre à profit notre foncier pour permettre à d'autres industries de se développer. Je citerai un exemple, Chambéry. Nous avions une ancienne cimenterie arrêtée depuis 1994, sur laquelle on avait encore une exploitation. Et puis, grâce à des partenariats, grâce aux relations développées avec le microcosme local, on s'est rendu compte qu'Opinel allait quitter Chambéry, la Savoie, parce qu'ils n'avaient plus assez de place pour se développer. Ils avaient déjà des industries au Portugal. Et on leur a cédé, on s'est lancé dans la déconstruction avec un projet, bien évidemment un projet industriel pour nous, pour relancer nos activités, mais de pouvoir céder et mettre à disposition d'Opinel une surface à côté de leurs usines qui leur permet de relocaliser cette industrie sur le territoire français. Voilà, donc ça c'est très simple, ça a l'air très simple, mais c'est une gestion familiale du patrimoine qui permet de saisir les opportunités quand elles se présentent et de ne pas vouloir faire du cash à court terme forcément. Et puis le troisième sujet sur la création de valeur, alors je le cherche, je l'avais en tête, mais sur la réindustrialisation, je crois que c'est le rôle essentiel qu'on joue sur je vais parler de la valorisation de l'énergie. Ce sont tous les partenariats qu'on crée avec les entreprises dans les territoires qui ont elles-mêmes des équipements à vendre, des solutions techniques à nous proposer et nous leur rendons des matériaux. Et nous valorisons notamment, nous avons des solutions de valorisation de friches industrielles, notamment sur le traitement des terres polluées, donc qui permettent de libérer des espaces plutôt que d'étendre l'emprise foncière et l'artificialisation des sols. C'est de pouvoir retraiter des anciennes plateformes industrielles qui ont subi, qui ont un passif industriel, qui ont pu être polluées, et nous nous positionnons en alternative à l'enfouissement. Moi, j'ai vu sur le Grand Paris, nous avons été consultés sur des transports pour transporter par camion des terres polluées de Paris jusqu'au fin fond de l'Alsace, pour les enfouir. C'est aberrant. Donc l'alternative que nous proposons aujourd'hui, le process cimentier est un process continu, c'est du feu continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des
très haute température de traitement, on monte à 1450 degrés dans le four, des temps de passage dans les fours qui sont longs, qui permettent de traiter ces terres polluées, mais pas pour les enfouir et pas pour les stocker, pour les transformer en ciment. Donc d'un chantier, on valorise le sous-sol, enfin, ou le sol qui a été souillé, et on le réintroduit sur ce même marché sous sa forme noble, c'est-à-dire du ciment, produit de la construction. Donc c'est toutes ces... Et en fait, on découvre tout ce potentiel, on apprend en marchant, en fait. Et donc, ça permet de motiver nos équipes et puis de développer des partenariats extrêmement riches. Et on est quand même beaucoup plus intelligent à plusieurs que seul, mais ça, on l'apprend aux arts et métiers. Bien sûr. Merci beaucoup Didier. Alors Christophe, c'est vers vous désormais que je me tourne. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que Bouygues contribue au travers de ses filiales et de ses nombreux projets à soutenir la réindustrialisation et la compétitivité en France. Et selon vous, comment est-ce que l'innovation, qu'elle soit technologique, organisationnelle ou même environnementale, elle peut devenir le moteur d'une réindustrialisation qui soit durable et qui renforce réellement notre souveraineté nationale ? Cette question est compliquée, mais je vais compléter un peu ce qui a été dit précédemment. Tout d'abord, je pense que réindustrialiser, c'est produire autrement. Et donc, dans ce produit autrement, je vais prendre quelques exemples. Il y a un exemple que j'aime bien parce qu'il inclut Microsoft. Il y a 18 mois, Microsoft a lancé un grand projet qui s'appelait Build Better Tomorrow, comment construire différemment demain, principalement pour les data centers, mais pas que, a associé Capgemini, et Capgemini nous a associés dans ce dispositif. Donc ça a donné lieu à une collecte finalement des meilleures idées mondiales sur cette manière de construire demain différemment. Et il y a une start-up qui est sortie du lot, qui s'appelle Woodoo, qui est française, qui est installée à Troyes, en Champagne. Et Woodoo, que font-ils? Ils prennent du bois, du peuplier. Le peuplier, c'est le bois qui sert à faire les boîtes de conserve, enfin les boîtes de camembert, hein, et des cagettes. Donc un bois qui n'a aucune valeur de résistance et qui remplace la lignine qui est à l'intérieur du bois par une résine et qui fait des poutres qui sont aussi résistantes que l'acier, 7 fois plus légers que le béton, et qui, excuse-moi Denis, Didier, et qui consomme 130 fois moins d'énergie primaire pour réaliser ces poutres. Donc ça ne va pas remplacer tout, c'est pas utilisable ou c'est pas intéressant pour les immeubles d'habitation. Pour les data centers, lorsqu'il y a des grandes portées, ça peut être très intéressant. Donc ce genre de partenariat pour nous est intéressant. Et d'ailleurs, on a soutenu cette start-up Woodoo en leur garantissant que nous allions prendre 10 000 mètres cubes de ce bois. C'est un chèque de 32 millions d'euros, de manière à leur permettre de se lancer et de rentrer dans une phase active de production pour nos futurs data centers. Data centers dont on a 2 grands projets. Un premier grand projet avec ce projet du sud de Paris qui a été annoncé il y a quelques temps, sur lequel on est avec Equance et Bouygues Construction partenaires. Et puis un autre data center au nord de Paris pour 2 milliards d'euros. Donc voilà, on a là un sujet important. Et puis pour rester un peu dans le monde du ciment et du béton, il y a une idée également sur laquelle, parce que je travaille dans l'innovation, donc je travaille un peu toujours dans le futur, hein, une idée qui nous semble très intéressante, c'est une idée qui a été développée conjointement par le CNRS, donc Roland Pellinck, un scientifique français, et le MIT, pour développer un béton dans lequel, finalement, dans les interstices entre les différents petits bouts de granulats, d'agrégats, on met du carbone black, donc du noir de carbone, qui en fait une couche qui donne une certaine conductivité électrique. Et donc, du coup, ce béton devient à la fois chauffant. Donc on peut l'utiliser par exemple pour les taxiways quand il neige, réchauffer le taxiway, mais également comme batterie. Et donc ça devient des batteries qui n'ont ni nickel, ni cobalt, ni lithium, et donc des batteries extrêmement propres qui peuvent être avec des matériaux, comme le disait Didier, qui sont des matériaux très locaux. Pour faire les batteries de demain, avec 5 mètres cubes, vous avez dans une maison 10 kWh d'énergie stockée.
Voilà deux beaux exemples Merci pour locaux et la réindustrialisation du pays. Ici Cube. Merci beaucoup, Christophe. On va désormais passer au sujet de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup en ce moment de concurrence avec la Chine. Donc, face à la concurrence des industriels chinois, en particulier, c'est par exemple le cas de l'automobile, mais pas que, l'IA peut-elle devenir, quelque part, on va dire, un moyen de renforcer la compétitivité de l'industrie française? Alors, je vais m'orienter vers vous, Madame Corinne. Tout d'abord, vous nous avez parlé de compétitivité avec Microsoft, mais comment est-ce que l'intelligence artificielle, ou si j'osais même dire copilote, permet à l'industrie française de reprendre l'avantage? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Alors, on va prendre le cas de l'industrie. Il y a 10 000 applications possibles. D'abord, à commencer par tous les sujets dans l'industrie de ce qu'on appelle de supply chain, c'est-à-dire toute la mobilisation des achats, de la logistique. C'est des cas d'usage parce qu'il y a énormément de données, parce qu'il y a énormément de cas qui permettent finalement de mobiliser des solutions. Donc, on l'a fait avec pas mal de partenaires, on l'a fait avec Engie, c'est des cas d'usage qu'on a utilisés aussi chez Total. Ça vous permet à la fois de réaliser des économies sur les achats, mais aussi de mieux gérer toute la partie amont de la fabrication. L'autre cas d'usage très prégnant dans l'industrie, c'est la maintenance prédictive. Le coût des arrêts d'usine, des opérations quand vous devez les réaliser. Typiquement, on l'a fait dans les usines de Schneider. J'avais Danone ce matin qui était à notre centre d'innovation. C'est typiquement des cas où la maintenance prédictive et la capacité à mobiliser toutes les données sur les différentes machines, de les analyser avec les bons algorithmes, etc. Et avec des agents qui vont interroger, prévenir et déclencher aussi les actions derrière. Ça, c'est des cas d'usage qu'on voit beaucoup dans l'industrie. Ensuite, il y a tout ce qui va être autour des opérations, de toutes les opérations de production. Et c'est vrai que les capacités de production vont devenir infinies. Donc, il y a des productions qui sont de plus en plus automatisées, où vous allez pouvoir, grâce à des agents, automatiser des processus complets. Et le cas que j'aime beaucoup, c'est le cas sur la recherche et développement, où on est un pays d'ingénieurs, d'innovation. Et la capacité de recherche et de développement grâce à l'IA générative est colossale. Je peux vous citer un ou deux exemples. Alors, ils ne sont peut-être pas relatifs à l'industrie, mais je les trouve intéressants. Quand on regarde les sujets de recherche, c'est d'abord la capacité à mobiliser la connaissance. Nous, on a travaillé, par exemple, à l'Institut Curie sur la mobilisation de tout ce qui a été fait en termes de recherche sur le cancer du sein notamment, et comment on peut mobiliser toute cette recherche grâce à l'intelligence artificielle, développer des réponses rapides aux questions. Mais on a des sujets aussi en recherche de simulation. Un projet que vous devez connaître, qui est un projet séculaire, qui est le projet ITER. On essaie de mettre la fusion solaire dans une boîte. Je le décris de manière très simple. Les capacités de simulation et les coûts de la simulation dans l'industrie, si on doit les faire en temps réel, etc., d'abord, sont extrêmement longues et ensuite extrêmement coûteuses. Aujourd'hui, l'IA générative permet de mobiliser ces capacités de simulation. Le troisième exemple dans la recherche, c'est la capacité à trouver rapidement des molécules, des matériaux. Vous parliez tout à l'heure de ciment, moi je vais vous parler de batteries. On a travaillé avec un laboratoire qui s'appelle Pacific Northwest sur le remplacement du lithium. Là où il aurait fallu des années probablement de combinaisons, en quelques semaines, grâce à l'intelligence artificielle, on a réussi à multiplier le nombre de combinaisons et à arriver à des candidats, ce qu'on appelle des candidats. On est arrivé au nombre de 23 et à la fin à trouver quelques candidats qui ont permis de remplacer 70% du lithium dans une batterie. Donc ça, typiquement, c'est des exemples très concrets d'applications dans l'industrie. Et après, il y a toutes les fonctions connexes. Ce que je vous raconte, vous pouvez l'appliquer à la finance, aux ressources humaines, et de plus en plus dans des métiers qui vont être en tension, parce qu'il ne faut pas oublier que, et là, vous allez être là, le développement de l'intelligence artificielle, ça va être quoi demain? Ça va être des organisations, vous allez avoir des hommes et des femmes, et vous allez avoir des agents.
et qui vont collaborer ensemble. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui, il y a déjà des exemples. Hein. Ce qu'on appelle aujourd'hui, vous entendrez parler de frontier firmes, d'entreprises pionnières, c'est celles qui vont un peu jusqu'au bout du processus, où en fait, la bonne nouvelle, c'est que l'homme et la femme sont toujours aux commandes, hein, vont commander des processus entiers, qui vont aller de la commande jusqu'à la livraison, où plusieurs agents vont réaliser des tâches, tout ça avec une gouvernance qui est importante, la sécurité, un encadrement cybersécurité, etc. Mais il y a énormément de possibilités d'application. Moi, je trouve que les entreprises françaises se mobilisent et on a la chance d'avoir un tissu en France d'entreprises globales qui est remarquable, hein, qui est remarquable dans tous les secteurs d'activité. Et avec une innovation aussi qui est remarquable, un tissu de start-up qui est remarquable aussi, et puis des capacités de recherche et d'ingénierie qui sont aussi uniques. Notre chance est là, il faut qu'on sache la saisir pour accélérer et pas perdre de temps. Voilà, c'est ça la petite inquiétude de passer de ce qu'on appelle le proof of concept, qui est un très joli mot mais qui ne permet pas de passer à l'échelle, à la réalisation complète. Ce qui, si vous me permettez une dernière remarque, un énorme sujet et auquel et le gouvernement et l'ensemble de l'écosystème StatTac, c'est le sujet des compétences et de la formation. Parce que c'est un énorme plan de compétences, mais là, je pense qu'on a une assemblée qui est prête demain à entrer dans ce mode-là. L'acquisition de compétences en intelligence artificielle, en sachant que tous les métiers vont embarquer ces sujets-là, est absolument critique. Si j'ai une recommandation, mais on va en parler tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Ce que j'allais dire, on va revenir dessus un peu plus en profondeur. Merci Corinne. Alors Didier, cette fois, je vous demande sur un marché qui est mondial comme celui donc, du coup, des matériaux, comment est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle et le digital, ils vous aident concrètement à être plus innovants et plus compétitifs? Vous pouvez me citer des exemples là-dessus? Des exemples sont nombreux. Alors, le ciment et le béton sont des produits de commodité qui ont été banalisés, souvent mal perçus, mais par ceux qui les ont mis en œuvre. Pour autant, on part d'une science qui est inexacte, qui est la géologie. Donc d'un minéral, on a besoin de silice, de calcaire, d'alumine et de fer, qu'on trouve dans des gisements, mais qu'on trouve également dans des déchets industriels. On recycle notamment des sables de fonderie. Donc la matière minérale à l'origine, dans l'entrée dans une cimenterie, elle n'est pas forcément extrêmement précise et elle nous oblige à avoir une très bonne connaissance des données en amont, de ce qu'on rentre, de ces mélanges. C'est de la cuisine, mais minérale. Et puis ensuite, le process est assez long. On broie, on homogénéise, on cuit, on refroidit, on rebroie, on remélange. Et donc, avec un objectif qu'on ne connaît qu'à 28 jours. C'est-à-dire qu'un béton de qualité, ses caractéristiques sont connues 28 jours après sa mise en œuvre. Et donc, quand on produit du ciment qu'on stocke, il faut quand même avoir la certitude que le pont qu'on va construire ne va pas s'écrouler au bout d'une semaine, 2 semaines, 10 ans ou 20 ans. Et donc, tout ce travail nécessite énormément de données en amont, durant le process, et à l'issue du process, c'est-à-dire au moment de la mise en œuvre de ces mélanges et de son application, de sa production en béton. Et donc, cette donnée, elle est phénoménale. Les compétences sont extrêmement variées. Et là, l'IA a tout son rôle à jouer. Alors, on a réussi à vivre sans IA jusque-là, mais ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite, de garder notre compétitivité, parce qu'on a un temps d'avance, on a des connaissances extrêmes. Alors, c'était juste pour rassurer Christophe, mais il y a des bétons qui sont 10 fois plus performants que le béton courant. Et c'est bien, on se challenge, mais c'est important. On est pour la mixité des matériaux et des solutions constructives. Et quand on parle de solutions constructives, j'ai parlé de 2 leviers qui étaient l'énergie électrique, fossile, qu'on cherche à réduire. La deuxième, c'est de réduire la matière active du ciment, c'est-à-dire le taux de clinker. Parce que dans nos émissions, 40% des émissions du CO2 sont liées au combustible qu'on utilise. Les 60 autres pourcents, et c'est pour ça qu'on parle d'émissions et pas de pollution, c'est le CO2 piégé dans le CaCO3, qui est le calcaire qu'on exploite, et donc qui part à l'atmosphère. Et donc ce clinker qui a largué son CO2, l'objectif c'est d'en mettre le moins possible dans le ciment et ensuite de mettre le moins de ciment possible dans la solution finale. Mais ça reste du ciment et donc il y a toujours du clinker pour que ce soit efficace, durable et à isoperformance. Et donc tout ce travail, il y a un énorme travail sur le béton également, sur ses mises en œuvre, mais également sur le mode de mise en œuvre. Et donc on a développé des solutions, notamment d'impression 3D de béton,
qui ont pour avantage d'utiliser des liants bas carbone. Et je reviendrai sur le bas carbone, parce qu'on a gagné les Jeux Olympiques, parce qu'on avait un village des athlètes avec un poids carbone assez exceptionnel, puisque le ciment venait de chez nous et le béton également. Mais surtout, la 3D permet de faire également de l'économie de ressources. Il n'y a pas que le CO2, il y a la matière première, les ressources minérales et naturelles, il y a l'emploi de l'eau également, avec un énorme travail sur nos consommations d'eau et les économies d'eau que nous pouvons faire. En moyenne, en France, pour produire du béton, il faut 250 litres par mètre cube. Chez Vicat, on a 150 centrales à béton, on a atteint 150 litres moyens par mètre cube de béton. Donc tout ce travail, il est mené à la base par des compétences, et on en a parlé, mais également par un suivi de la donnée, de son traitement, de son analyse et de solutions à mettre en œuvre derrière, qui nécessite un peu d'ingénierie, et c'est pour ça qu'on a besoin d'ingénieurs aussi. Voilà. Merci beaucoup Didier. Alors Christophe, à ce jour vous êtes cofondateur de l'initiative Impact AI et à ce jour le groupe Bouygues nous semble avancer en matière d'adoption de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous présenter et nous illustrer comment est-ce que l'intelligence artificielle change concrètement la façon dont vous concevez et réalisez vos projets et quels en sont les bénéfices visibles sur le terrain? Oui, donc effectivement, Impact AI, c'est une idée qui est née au départ de Microsoft. Puis c'était ton prédécesseur, Carlo Purasanta, qui avait initié l'idée en 2017 de se dire l'IA va avoir un impact. Essayons de fédérer un collectif. Ce collectif, maintenant, c'est une centaine d'entreprises, la moitié du CAC 40, des ETI, des startups, du monde de l'éducation, qui s'intéressent à l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé, l'éducation, le travail et l'éthique. Donc cet élément-là est absolument clé. C'est-à-dire, nous ne croyons pas que l'IA va se déployer facilement, va se déployer si elle n'est pas éthique et responsable. Donc c'est un point de départ finalement de ce dispositif et qui est finalement une marque, j'allais dire, très européenne. Donc ensuite, cette IA, effectivement, elle permet. D'abord, moi je trouve qu'on vit une époque formidable. Hein. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une annonce extraordinaire ici ou là. vous, les jeunes, vous allez vivre ça de manière incroyable. Donc il faut profiter véritablement de cette phase de changement qui va vous permettre d'avoir de nouveaux métiers, de nouvelles approches avec de nouveaux outils. Et ça, je le crois véritablement parce que moi-même, je le vis au quotidien. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec cette IA? On parlait tout à l'heure de la simulation. Donc, nous, on a ce qu'on appelle des digital twins, donc des jumeaux numériques qui permettent de tester finalement, avant de construire les objets que l'on va, les immeubles, les ponts, avant de les construire et puis de pouvoir tester en vraie grandeur sur ce jumeau numérique avant seulement que de construire, d'éviter notamment ce que l'on appelle dans la construction les clashs, donc de pouvoir éviter des malfaçons dans la construction ou dans l'enchaînement des étapes. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, comme le disait également Corinne, il y a tout cet aspect de knowledge, la gestion du savoir-faire. C'est-à-dire qu'on voit dans une société qui progresse, c'est une société qui apprend de ses anciens. Et donc, si je sais mieux garder le savoir-faire des anciens qui partent à la retraite et que je sais les réutiliser et finalement grandir dessus, je progresse plus rapidement. Donc cette question du knowledge management est grandement améliorée avec l'IA. Ensuite, il y a un dernier aspect peut-être qui me semble aussi important, qu'on n'a pas évoqué pour l'instant ici. On a évoqué les agents, mais également ce qu'on appelle le physical AI. Donc finalement, qui est le dernier bout. Et quand on écoute NVIDIA, Jensen Huang, il parle de cette révolution du physical AI, et je pense que ça va dans la robotique, dans la manière dont les métiers de la construction notamment, on va intégrer ces éléments, ça va être extrêmement transformant. Merci beaucoup, vous nous avez parlé un petit peu de leurs utilisateurs et donc vous me faites une superbe transition puisque maintenant qu'on a discuté de comment l'intelligence artificielle, elle accélère la réindustrialisation en rendant les groupes plus compétitifs, c'est désormais vers leurs principaux utilisateurs qu'on se tourne, c'est-à-dire vous les ingénieurs de demain, c'est vous qui allez piloter la transformation de l'industrie et vous allez bénéficier de plus en plus des apports de ces nouvelles technologies.
Alors, j'aimerais savoir, Corinne, Microsoft, on l'a dit, l'intelligence artificielle est très présente dans les entreprises et ses usages se développent à grande vitesse. Et j'aimerais que vous nous disiez, selon vous et votre expérience avec Microsoft, comment est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle impacter le métier de l'ingénieur de demain et comment est-ce qu'on fait pour s'y préparer, pour en tirer les meilleurs avantages de ces nouvelles technologies? Alors d'abord, il faut vous y préparer, donc réveillez-vous, c'est l'heure. La réalité, c'est nous, on publie tous les ans un document qu'on appelle le Work Trend Index, donc qui explique un peu les tendances du marché du travail. Et quand on regarde, et là je fais un focus sur la France, 70% des dirigeants aujourd'hui regardent quand ils recrutent les compétences en intelligence artificielle. Donc si vous aviez un doute sur le sujet, voilà, le doute est levé. L'autre élément, c'est que la plupart des actuels employés pensent qu'ils n'ont pas les compétences requises, donc il y a un déficit. Donc c'est vraiment une chance et une opportunité. La façon dont ça va impacter l'ingénieur de demain, moi quand je pense aux arts et métiers, et j'ai eu travaillé avec beaucoup d'arts et métiers dans ma carrière professionnelle dans l'industrie, je pense qu'il y a beaucoup d'atouts dans votre école, parce que c'est une école sur laquelle vous touchez à beaucoup de domaines d'activité. J'aime pas le mot de généraliste, parce que ça veut pas dire grand-chose, ça voudrait dire c'est rien faire, ce qui n'est pas le cas. Moi, je trouve que vous êtes des ingénieurs avec beaucoup de pragmatisme, en tout cas de mon expérience. Et donc, en fait, comment ça va impacter? Ça veut dire que, quelque part, l'expertise de la connaissance, elle est de plus en plus à la portée de la main. Donc, la mobilisation de la connaissance, l'expertise. Par contre, ce qui va être important pour vous, c'est de comment vous allez la mobiliser, comment vous allez la mobiliser avec les équipes. Donc, je pense que les qualités de leadership et de capacité à garder aussi un esprit critique, parce que dans un monde où il y a de plus en plus d'intelligence artificielle, s'il vous plaît, gardez votre esprit critique, parce que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est aux commandes, c'est vous. Et donc, il y aura de plus en plus d'appétence pour des ingénieurs qui vont être aussi des décideurs et des leaders, la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que ça va très vite. Moi, je serais bien incapable de conseiller à qui que ce soit ce qu'il faut apprendre aujourd'hui. Par contre, il y a un truc, et je vous dis, nous, quand on fait des recrutements, mais je pense que c'est le cas de plus en plus d'entreprises, on regarde la capacité d'apprendre. Est-ce qu'on est en train de recruter des ingénieurs qui ont appris à apprendre? Et ça, c'est super important parce que de toute façon, l'expertise que vous avez acquise aujourd'hui, probablement qu'elle sera obsolète demain. Honnêtement, ce n'est pas très, très grave. Moi, je pense que vous avez beaucoup d'atouts pour mobiliser ça et pour pouvoir vous réinventer. Et puis, vous allez être dans des organisations où, en fait, vous allez devoir travailler sur des choses sur lesquelles nous, on aura probablement beaucoup moins travaillé. C'est des organisations, vous allez avoir des agents, des hommes, des femmes. Et ce n'est pas dans 10 ans, hein, c'est demain matin. Donc ça veut dire que l'agilité, moi je trouve qu'en termes de qualité, sur le métier d'ingénieur, plus vous êtes généraliste, agile, capacité d'apprendre et développer ses compétences de leadership, moi je crois qu'il y a beaucoup d'atouts dans l'école, en tout cas dans ce que j'en connais, pour aborder ces métiers de demain. Mais apprenez aussi, partez avec vos compétences, mais si vous n'y êtes pas déjà, mettez-vous à l'intelligence artificielle et à ce monde de demain, parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Ouais. Merci Corinne. Alors Didier, c'est vers toi désormais que je me tourne désormais. Dans une industrie qui est historique comme celle des matériaux, où l'IA, donc on l'a dit, s'impose comme un outil de transformation et de performance, comment est-ce que vous voyez l'évolution du rôle de l'ingénieur dans un groupe comme Vicat, entre à la fois maîtrise des procédés, digitalisation des usines, ou même encore exigence environnementale? Enfin, très clairement, l'ingénieur garde toute sa place. Est-ce qu'on continuera à manager des équipes, à prendre des orientations, à devoir prendre des décisions, et donc à porter des responsabilités. Ce n'est pas l'IA qui va porter la responsabilité des erreurs qui sont commises. Tout à fait d'accord. Et donc, enfin, pour moi, c'est une très claire opportunité. Il ne faut surtout pas essayer d'aller contre la marée. Donc, il faut s'engager. Puis je pense que tous ces jeunes éveillés et bien éduqués s'ils ne sont pas déjà lancés dedans, vont s'y lancer. Après, moi, il y a un sujet de souveraineté de la donnée.
on est quand même aussi dans des guerres économiques où la donnée est une notion stratégique. Et donc ça, on a besoin d'être rassuré aussi là-dessus. Donc quels outils d'IA utiliser, où dois-je stocker ma data? Parce que cette data, si je veux garder une avance technologique, une avance concurrentielle, il faut que je la garde pour moi. Je partage ce que j'ai envie de partager, mais je n'ai pas envie qu'on partage à ma place. Il y a la fiabilité de la donnée. Je pense qu'on vit dans un monde de désinformation permanente. Donc, comment sélectionner cette donnée? Comment s'assurer qu'elle est fiable et juste? Ça, c'est un autre sujet. Mais ça, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses qui se font, mais enfin, il faut en prendre vraiment conscience, hein, et on y est confronté quotidiennement. Et puis après, le grand intérêt de l'IA, c'est d'aller plus vite, d'accélérer, de tuer les tâches sans valeur ajoutée. Moi, je le vois sur nos laboratoires. On a équipé nos laboratoires de robots qui font le boulot répétitif et sans valeur réelle que faisaient des agents de laboratoire avant. Par contre, nos agents de laboratoire, maintenant, ils analysent, ils interprètent et ils conseillent les opérationnels. Et donc, voilà, c'est comment être meilleur en utilisant les outils d'aujourd'hui. Et alors, moi, j'ai mené une expérience l'année dernière. Tous les ans, on réunit les top management de la France. Donc, j'avais une centaine de cadres supérieurs. Et on s'est lancé dans un petit exercice. On a créé 14 équipes. Alors, il y avait les équipes de la R&D à part. Enfin, pas à part. Il y avait celles qui avaient déjà commencé, donc 4 équipes. Et puis 10 autres sur des thématiques de business. Donc des nouveaux business à créer. Donc chacun a choisi par équipe un thème et s'est aidé de l'IA pour sortir des modèles, des business models. Et bien, je peux vous dire que c'est assez puissant. Alors, au moins les 3/4 au départ de l'exercice qui a duré 2 mois. Hein, on a eu 2 journées de lancement avec exercice. Les gens ont découvert, ils ont été accompagnés. Bon, il y en a les 3/4 que ça intéressait assez moyennement. Au bout des 2 mois, le résultat est assez bluffant. Et donc, on ne retiendra pas tous les business, mais il y a des choses extrêmement intéressantes, notamment sur la valorisation, le recyclage, les économies d'énergie, enfin tous les sujets que je vous ai évoqués, mais bien d'autres, et notamment dans le développement de partenariats aussi, à la fois dans les territoires, parce que c'est quand même notre cœur, hein, le cœur de Vicat, c'est l'ancrage territorial partout où on est. Eh bien, écoutez, c'est extrêmement enrichissant et on est allé très vite. On aurait mis peut-être 3 ans avant de sortir quelque chose. Là, en 2 mois, on avait déjà certaines certitudes de choses à abandonner et de choses sur lesquelles il fallait absolument accélérer. Donc voilà. Et puis, je pense, j'ai évoqué le sujet de la responsabilité. Moi, l'ingénieur, et je pense que pour y être passé il y a quelques années, mais j'en discutais avec toi, c'est qu'aux arts et métiers, on touche la matière. Et donc, on a le respect du geste, on a le respect de nos interlocuteurs. On essaye de comprendre, alors peut-être parfois un peu trop, hein, un peu lent, mais au moins on a cette relation à la matière qui est extrêmement importante. Et on a ce bon sens, alors peut-être pas paysan, mais gazzarique, qui reste indispensable dans nos métiers. Parce qu'on peut se perdre dans l'IA, on peut se perdre dans un tas de choses. À la fin, c'est quand même le résultat qui compte. C'est le besoin du client qui doit être honoré. Et donc, il faut garder le cap. Et l'IA nous permettra d'aller plus vite et plus précisément au but en perdant moins de temps. Merci beaucoup Didier. Alors Christophe, on a dit Bouygues intègre de plus en plus l'intelligence artificielle donc, dans ses projets et ses réalisations. Mais selon vous, comment est-ce que cette révolution technologique redéfinit-elle le rôle de l'ingénieur, non plus cette fois, comme on va dire, comme un concepteur, mais plutôt cette fois-ci, comme on va dire, un chef d'orchestre de l'innovation, de la donnée et de la durabilité? Oui, je pense que le rôle de l'ingénieur aujourd'hui, il est véritablement d'établir ces ponts, ces liens entre les différents corps de métier et le client, le sous-traitant, le partenaire. Et donc, l'ingénieur, il est véritablement au cœur de ce dispositif. Et finalement, ce qu'on attend de l'ingénieur ou des ingénieurs demain, c'est de pouvoir être attentif aux signaux faibles de ce qui est en train de se passer, de manière à pouvoir anticiper, de pouvoir établir, comme le disait Didier, les bons partenariats, les bons écosystèmes pour pouvoir faire mieux ensemble.
Et ça me semble être extrêmement important. Dans les projets qu'on a démarrés, je peux en citer un. On a un projet qui est maintenant assez loin, où on s'intéresse au port du futur. Alors, pourquoi on a pris le sujet du port du futur? Parce qu'on s'est dit, la montée des eaux, donc les eaux montent, que deviennent les ports? Comment faut-il anticiper? Quel écosystème faut-il mettre en place? Et comment en faire une opportunité finalement? Et donc, dans cette opération du port du futur, en dehors des solutions déjà court terme qu'on a pu mettre en évidence, mettre en valeur, on a réuni un écosystème plus large dans lequel Vicat est présent, Schneider Electric est présent, dans lequel EDF Hydro est présent et l'Union des ports français est présent. Et donc, on a travaillé sur 6 concepts de ports du futur. Dans ces concepts, on en a ensuite retiré 3, le port île, le port polymorphe, le port huître. Et donc, ça nous permet finalement de raisonner ensemble à la manière dont on doit pouvoir créer les infrastructures de demain. Et donc, ce travail collectif, il est clé. Alors, ensuite, on l'a illustré de manière à ce que ce soit plus parlant, à ce qu'on puisse avoir une vision finalement un peu holistique du dispositif. Mais de pouvoir travailler ensemble avec les ingénieurs d'une dizaine de compagnies différentes dans un même objectif, ça, c'est construire le futur. Et l'ingénieur, il est là pour construire le futur. Alors, très bien, merci beaucoup Christophe. Alors, la table ronde, elle approche bientôt à sa fin. Je vais vous demander chacun votre tour désormais, étant donné que nous sommes à l'ENSAM en phase de futurs ingénieurs et que l'intelligence artificielle prend déjà en compte certaines tâches complexes. Cette fois, je vais vous demander, qu'est-ce que vous attendez rapidement de l'ingénieur de demain? Quelles compétences feront la différence pour vous? Allez-y Corinne. Alors, je crois que je l'ai un peu dit. Pour moi, c'est évident, c'est la capacité d'apprendre. C'est colossal, vous allez apprendre toute votre vie, c'est la bonne nouvelle. La curiosité et la capacité à travailler en écosystème. Ça n'existe plus, l'innovation qui se fait en laboratoire seul. La responsabilité, vous allez être des décisionnaires, ce n'est pas l'IA qui va faire pour vous, donc cette capacité à décider et à décisionnaire, pour moi, est évidemment capitale aussi. Et peut-être, je dirais, finalement, une certaine humanité, puisque dans un monde où la technologie va être de plus en plus prégnante et de plus en plus aux manettes via les agents, remettre l'humain au centre avec cet esprit critique, vous êtes les pilotes, quoi. Et c'est les humains, les hommes et les femmes qui vont piloter. Donc, votre capacité d'empathie, etc., pour moi, est capitale dans l'ingénieur de demain. Merci beaucoup. Je n'ai pas parlé d'expertise. Hein. C'est vrai. Merci beaucoup, Corinne. Didier, un mot à ajouter là-dessus? Devant une telle assemblée de talents bruts, j'ai commencé ma reconversion. Moi, je me suis mis au dessin humoristique. Ça fait du bien parce que je suis assez stressé de voir tous ces jeunes talents bruts là. Mais un talent brut, ça se travaille, ça s'affine. Et je pense que Corinne a dit l'essentiel, hein, c'est qu'on apprend tous les jours de sa carrière. Donc surtout, n'hésitez pas à avancer. Ne restez pas sur le bord de la route à regarder les voitures passer, parce qu'il ne va rien se passer en fait. Donc soyez acteur de votre carrière, vous n'en prendrez que du plaisir. Et que je pense que dans cette société qui accélère, qui va très vite, les fondamentaux, c'est en effet de garder le bon sens, de garder votre culture essentielle et puis de travailler le collectif. C'est important aussi, on réussit mieux à plusieurs en développant les bons partenariats. Alors après, il faut toujours être méfiant, mais je crois que ce travail collectif, il permettra d'avancer plus vite et de faire gagner la France parce qu'on parle de réindustrialisation, mais il faut déjà maintenir notre industrie. Et je crois qu'aujourd'hui, le pire obstacle, et je parle de décarbonation, là, je vais en parler pour conclure, mais on doit investir des centaines de millions d'euros pour décarboner notre industrie française qui est particulièrement en avance. Mais face à nous, on a une industrie qui est souvent assez proche d'ailleurs, qui a juste à traverser la Méditerranée, voire d'autres, et qui peut mettre en péril notre industrie en n'apportant pas de solutions sur les sujets dont on a parlé d'environnement, de climat social et autres. Donc soyons tous solidaires et défendons le drapeau bleu, blanc, rouge sereinement, mais assurément. Merci Didier.
Et moi, je dirais 3 mots, finalement, ou 3 petites phrases. C'est il faut que vous développiez la curiosité du chercheur, la rigueur de l'ingénieur et la vision du citoyen. Et je vois Christopher Guérin qui est arrivé au fond de la salle. Je pense qu'il ne va pas démentir ces 3 phrases. Lui qui a su démontrer chez Nexans la manière dont il a remarquablement développé ces 3 critères. Merci Christophe. Alors maintenant, merci beaucoup pour ces échanges et qui sont très riches et inspirants. Pour conclure, est-ce que vous auriez une recommandation, un conseil à faire, un conseil pour nos étudiants qui sont ici pour réussir dans leur carrière et réussir donc dans cette industrie qui est en pleine mutation, comme on a pu longuement le souligner pendant cette table ronde? Bon, je crois qu'on les a en partie donnés, les conseils, hein, mais prenez du plaisir, surtout, à ce que vous faites. Prenez du plaisir et apprenez, soyez curieux, quoi. Merci. Venez dans l'industrie, je vous y invite, vous êtes les bienvenus. Venez voir déjà et vous y resterez. On a 7% d'alternants chez nous et c'est un moyen exceptionnel de faire découvrir nos métiers parce que les filières techno ont été tellement laissées de côté qu'aujourd'hui c'est un moyen d'attirer des jeunes talents et que l'industrie c'est quand même exceptionnel parce que l'éventail est phénoménal et vous avez l'impression de chaque jour d'apporter votre pierre à l'édifice. Et puis, oui, prenez du plaisir. Et puis, n'hésitez pas à changer de direction. Hein. Si je prends mon exemple personnel, moi, j'ai fait 3 grandes compagnies dans 3 environnements industriels très différents. Donc, allez-y, prenez des risques, allez-y. Voilà, si un conseil à retenir, c'est faites-vous plaisir. Donc, merci à vous beaucoup pour vos échanges. Désormais, on va prendre quelques questions dans la salle. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Le micro arrive. Bonjour. Vous avez évoqué que vos entreprises respectives soutenaient beaucoup de petites entreprises locales. Ma question, c'est est-ce qu'une petite entreprise locale, selon vous, peut se développer sans l'aide de grandes entreprises, justement ? Tout simplement. Moi, par rapport à Bouygues, je suis une petite entreprise et on s'en sort pas trop mal. Mais non, mais enfin, je pense qu'on prend des leçons de tout le monde. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros. D'ailleurs, il y a une célèbre bande dessinée là qui traite le sujet. Mais non, ces microcosmes, c'est ça la richesse des territoires aussi. C'est cette mixité entre petites entreprises très agiles, d'entreprises qui partent d'une initiative, d'une idée, qui développent. Il y a des boîtes fantastiques. Je vois en Nord-Isère, notre siège est en Nord-Isère, on n'est pas à Paris. Hein. Le siège social est en Nord-Isère. C'est extrêmement riche d'industries, à la pointe, qui ont un rayonnement mondial. Elles sont petites, on n'en parle pas, on ne les connaît pas. Je peux vous dire qu'ils se lèvent tôt le matin, ils se couchent tard le soir, qu'on travaille avec beaucoup de respect avec eux, qu'ils nous apprennent des choses, on leur apporte aussi les nôtres. Donc il n'y a pas de sujet de taille en fait. Après, c'est de trouver les bonnes clés, mais pour ça, il y a quand même beaucoup d'organismes en France permettant à tout type d'industrie et d'entreprise de s'exprimer et d'aller chercher les conseils. Moi, je peux répondre en tant que très grande entreprise, hein, Microsoft. Et en même temps, quand on regarde sur le territoire français, nous, on a un peu plus de 2000 salariés et il y a 80 000 salariés qui travaillent sur des technologies ou qui travaillent en collaboration avec Microsoft, que ce soit des petites entreprises, des startups. En fait, il y a quand même une relation d'interdépendance puisque l'innovation, elle vient aussi beaucoup de plus petites entreprises. Donc, développer ces systèmes de partenariat et de collaboration, nous, ça a toujours été un peu l'ADN de notre ancrage en France. Et notre légitimité et capacité finalement à pouvoir s'embarquer sur des projets d'innovation et développer le tissu économique local. Donc il n'y a pas de réponse, je dirais, tout à fait standard, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les grands groupes ne travaillent plus tout seuls et ne sont pas capables non plus de développer, de se différencier sans faire participer un écosystème. Alors
les groupes le font le plus ou moins bien. Nous, on essaie, en tout cas en France, de le faire plutôt bien et de pas mal investir dans cet écosystème-là. Alors, on peut peut-être prendre une dernière question. Ou peut-être encore. Bon. On pourra peut-être en poser une autre de questions même. Allô. Ouais. Merci pour cette table ronde. Moi, je voulais savoir comment, parce qu'on a abordé donc les mutations avec l'IA, les opportunités pour les futurs ingénieurs, mais quels sont les risques associés à l'IA et comment du coup les ingénieurs peuvent s'adapter. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que l'IA ne va pas émerger dans tout ce qui est métier de bureau, sur des ordinateurs digitalisés, aussi dans le tertiaire, et donc que ce serait une opportunité pour les ingénieurs de revenir, on va dire, à la matière, donc une opportunité de réindustrialisation. Alors tous les métiers vont évoluer. Hein. L'IA va juste faire évoluer les métiers beaucoup plus rapidement. Donc cette évolution des métiers, elle est en marche et il faut voir finalement l'IA comme un super aide de camp de l'ingénieur de demain. On parle souvent d'ingénieurs augmentés. C'est-à-dire que en fait, c'est des technologies qui vont aider à mieux faire son métier, à se consacrer à des tâches plus créatives, plus innovantes. Mais à côté de ça, il y a d'autres métiers qui vont être... vous prenez par exemple, alors je sais, ça n'a rien à voir avec vos métiers, mais les métiers de la santé, les médecins aujourd'hui qui passent quand même 70% de leur temps, et Dieu sait s'il y a une pénurie de médecins sur des tâches administratives, demain matin, ça va permettre justement de redonner du temps et de l'humain. Très paradoxalement, hein, on y réfléchit, quand on y réfléchit, très paradoxalement, ça va remettre l'humain au cœur de nos organisations, comme ça va remettre l'ingénieur et son ingéniosité, hein, puisque la sémantique quand même c'est l'ingéniosité, au cœur du système, parce qu'il y a des tâches plus répétitives et que vous avez probablement plus envie de faire, honnêtement, qui vont pouvoir être automatisées. Peut-être on va peut-être prendre une dernière question assez rapide avant de terminer et conclure cette table ronde. Bonjour à tous, merci. On a beaucoup du coup parlé de l'intelligence artificielle et de tout ce qu'elle peut apporter au domaine de l'industrie. Encore faut-il bien savoir l'utiliser. Alors ma question est simple, est-ce que vous proposez des formations à vos ingénieurs pour bien utiliser l'intelligence artificielle? Alors, plein. Non, mais plein. Enfin, je faisais une petite conférence ce matin. Nous, on s'est engagé à former plus d'1 million de personnes. Vous avez aujourd'hui des formations gratuites. Vous allez sur AI Skill Navigator. Vous avez 200 modules gratuits qui vous prennent là où vous êtes. C'est-à-dire, et quand je dis là où vous êtes, du b.a.-ba de c'est quoi un modèle de langage, c'est quoi une IA, jusqu'à des applications dans tous les métiers. Donc tout ça, c'est gratuit. C'est en langue française. Donc allez-y, utilisez-les, hein. Il y a plus de 200 modules, mais il y a beaucoup d'autres moyens au niveau étatique. Il y a un projet qui s'appelle Oselia qui a été lancé par le gouvernement, là aussi, qui donne plein de formations. Et puis nous, on fait aussi un tour de l'IA dans plein de villes où il y a des formations ad hoc où vous pouvez venir vous former, discuter d'IA, et tout ça, bien évidemment, est gratuit. Parce qu'on a la conviction que s'il n'y a pas de valeur partagée et s'il n'y a pas finalement des compétences qui sont massivement, on va dire, upgradées, il n'y aura pas de compétitivité et la technologie ne pourra pas être diffusée efficacement. Donc si vous avez besoin des liens, avec plaisir, on vous les fera parvenir. Et puis mettez les mains dans le cambouis, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont gratuits, disponibles, sur lesquels vous pouvez faire vos essais. Allez-y, allez-y, allez-y. J'ai expliqué à Corinne que ce matin, entre 2 réunions, je me suis fait un petit site internet sur un des sujets, sur une boîte qui s'appelle Orchids. Et franchement, c'est bluffant, quoi. Donc, faut tester, faut y aller. Et puis, ça évolue tellement vite qu'il faut vraiment saisir la vitesse. Merci à vous tous. Merci à tous pour votre attention. Bonne continuation à tous et belle réussite à nos futurs ingénieurs. Belle réussite à vous. Belle réussite.